Alors maintenant, nous allons passer à l'intervenant suivant. J'étais très inquiet de ne pas voir arriver mon collègue et ami, mais Jean-Paul a invoqué Saint-Janvier et je suis heureux de vous présenter Philippe Janvier qui va venir nous parler de l'ouvrage publié par Didier Mansuy, le petit-neveu de M. Mansuy, directeur du service géologie d'Indochine, et qui a écrit récemment un ouvrage dont Philippe va nous faire l'analyse. Voilà. Alors, Philippe Janvier est professeur au muséum depuis des années. Il a émérite maintenant, mais il continue d'être très, très actif. Mais il a connu, bien sûr, l'époque de ce qu'on a appelé l'affaire Deprat, où le géologue du service géologique d'Indochine a été destitué de ses fonctions, ici même à la Société géologique de France, mais aussi réhabilité lors d'une cérémonie qui a eu lieu ici, à laquelle j'ai assisté, Philippe aussi certainement, après la présentation par le professeur Michel Durand-Delga de tout un gros article qui a été publié d'ailleurs dans nos archives, dans les documents, expliquant le tenant et les aboutissants de l'affaire Deprat, dont Philippe va évidemment nous parler. Et récemment, il y a 2 ans, nous avons découvert qu'il avait un neveu, Didier Mansuy, qui a émis des protestations véhémentes contre l'article. Ah, ça c'est l'enregistrement. Et qui a écrit un très gros papier et s'indignait des remarques de Durand-Delga à l'égard de son ancêtre. Et donc, il voulait d'ailleurs, dans un premier temps, que le coffret Géo retire de ses archives l'article de Michel Durand-Delga, ce qui n'était pas possible, évidemment, compte tenu des années passées depuis cela. Et il se lui a été porté plainte auprès de notre prédécesseur, Gabriel Gau. Donc, les choses en étaient restées là lorsque M. Didier Mansuy m'avait envoyé un courrier, qui est arrivé ici à la Société géologique. Qu'est-ce qui se passe? C'est un flashback, un retour en arrière. Oui, c'est ça, voilà. Et donc, il faut dire que vous avez écrit 2 lettres pour finalement nous dire, m'envoyer un prospectus, la couverture de l'ouvrage. Je ne sais pas. Et donc, le neveu Didier Mansuy m'a communiqué un prospectus m'annonçant la publication aux éditions Horizon, rue des Écoles, d'ailleurs, un ouvrage qu'il a rédigé sur Henri Mansuy, son grand-oncle, l'inventeur de la préhistoire de l'extrême-orient méridional, dans lequel il fait part de tas de documents qu'il a conservés de son ancêtre, et, oui, et de sa protestation et de sa tentative de réhabilitation. Et donc, j'ai demandé à Philippe Janvier, qui a suivi l'affaire Deprat à l'époque de près. Merci de me rendre l'ouvrage. Et qui a suivi l'affaire Deprat, qui connaît bien tous les dossiers, et de porter un regard extérieur au coffret Géo pour nous faire l'analyse de cet ouvrage et nous donner son sentiment sur l'ouvrage de ce monsieur Didier Mansuy. Et je suis heureux de lui passer la parole et de l'écouter et de découvrir, comme vous, ce qu'il en a pensé.
J'ai été directeur de recherche émérite au CNRS et j'étais au Muséum d'histoire. Enfin, j'ai toujours un attachement à mon laboratoire qui a été celui de Philippe Taquet au Muséum. Et la raison pour laquelle, alors je suis spécialiste des premiers poissons, des premiers vertébrés de à peu près 500 à 400 millions d'années. Et je travaille surtout dans des terrains paléozoïques, pour cette raison d'ailleurs, parce que la plupart des poissons que j'étudie sont paléozoïques. Et donc, je me suis intéressé voilà. Je me suis intéressé au problème des fraudes paléontologiques, parce que j'ai été victime moi-même d'une fraude qui est maintenant célèbre, qui est l'affaire Gupta. C'est un Indien, Vishwajit Gupta, professeur à l'université de Chandigarh, qui, pendant des années, a dispersé dans l'Himalaya, dans le paléozoïque de l'Himalaya, des fossiles qu'il confiait qu'il copubliait avec souvent des étrangers. On est très nombreux dans le monde. Je crois qu'on est à peu près 60 personnes dans le monde à avoir été victimes de je peux dire cet escroc. Et je me souviens d'ailleurs d'une des premières publications que j'ai copubliées avec Gupta. C'était sur un poisson fossile qu'il avait trouvé dans l'Himalaya et qui s'est avéré être ensuite, alors que j'avais appelé malheureusement d'ailleurs Indolepis zanskarensis, il avait trouvé dans le Dévonien du Zanskar. Et à l'époque, je n'étais pas allé encore dans le Zanskar, mais j'y suis allé plus tard et j'ai bien eu confirmation qu'il n'y a même pas il y a du Dévonien, mais qui n'est absolument pas capable de présenter ce genre de fossiles. Et donc, cette affaire Gupta a été dévoilée dans les années en 88 par un très bon, un excellent géologue australien, John Tallant, qui a publié un article sur les fossiles voyageurs de l'Himalaya. Et ça fait grand bruit. À l'époque, c'était une... C'est curieux d'ailleurs parce que je connaissais beaucoup de géologues himalayens, notamment à l'IPG, il y avait Jean Marcoux, il y avait M. Colchen, et qui, quand on parlait, ou Monbeau en Suisse, et chaque fois qu'on parlait de Gupta, il disait Gupta, mais personne ne disait vraiment clairement que c'était un fraudeur. Et après, ça a été dévoilé par John Tallant. Et j'avais publié à cette époque-là un article dans Nature, une petite entrefilée qu'on m'avait demandé, sur l'affaire Gupta, justement, puisque j'avais été arrosé j'avais été mis en cause dans cette affaire Gupta. Et j'avais signalé l'histoire le cas de Jacques Deprat, qui avait été condamné, accusé injustement d'avoir, on dit, saupoudré des fossiles un peu partout en Indochine, des fossiles paléozoïques apocryphes, notamment des trilobites. Et c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré Michel Durand-Delga, qui est passé au muséum pour discuter de l'affaire Deprat. On a eu une très très longue conversation. Malheureusement, il est décédé maintenant, comme beaucoup de gens qui ont été impliqués non seulement dans l'affaire Deprat elle-même, mais aussi dans la discussion au sujet de l'affaire Deprat. Et Michel Durand-Delga m'avait confié des quantités de documents, et notamment c'est lui qui m'avait indiqué, donné son analyse qu'il avait faite, qu'il avait publiée dans le bulletin du coffret Géo sur l'affaire Deprat. C'était en 1990.
Et c'est une très très bonne analyse, mais que malheureusement, le livre de Didier Mansuy démolit complètement, enfin démolit, sans vraiment le démolir, mais c'est critique très fortement, et accusant ce pauvre Durand Delgado d'être un mauvais scientifique, de se confondre les dates. Enfin bon, il y avait toutes sortes d'accusations très, très désagréables d'ailleurs, parce que quand on a connu Michel Durand Delgado, qui était d'une gentillesse extraordinaire, on est profondément choqué de voir l'accusation qui est portée contre lui. Alors, Jacques Deprat, Jacques Deprat était un géologue qui est arrivé en Indochine en 19, pardon, non, excusez-moi, en 1909, et sur les conseils de Dauvilliers. Et il a été accusé, c'est à partir de 1917 qu'il a été accusé d'avoir, par deux collègues, d'une part, il y avait Henri Mansuy, dont on voit la photo ici, qui est l'arrière-petite-neveu, je crois, de Didier Mansuy, qui a écrit ce livre. L'oncle. Ah oui, oui, c'est ça. Oui. Mais c'est Didier Mansuy et l'arrière-petite-neveu, je crois, ou le petit-neveu. Et également Honoré Lantonois, qui dans le roman dont on va parler rapidement tout à l'heure, le roman de Deprat, est appelé Tardenois. Alors, ces deux personnages sont décrits dans le roman Les chiens à bois, le roman de Deprat, sont décrits effectivement comme des personnages odieux. Alors, Ah oui, d'accord. D'accord. Alors, les deux régions, les trois gisements qui ont été... En fait, il y a 10 fossiles qui ont été incriminés, 10 trilobites qui ont été incriminés dans cette affaire Deprat, qui ont été discutés dans cette affaire Deprat, et qui viennent de trois régions différentes du Vietnam. D'une part, la Dong Van, enfin la piste entre Dong Van et Long Go, qui est tout près, le long de la frontière chinoise. Vous allez voir, je vais vous montrer une photo tout à l'heure. Également Lan Kiet, qui est près de Hoa Binh, qui est un gisement qui est considéré, que Deprat, pardon, avait considéré comme ordovicien, et également un gisement qui est près de Hoa Binh, de Vinh, dans le centre Vietnam, le gisement de Nguyen Gama. Et où également Deprat était très fier d'avoir trouvé un Trinoculus ornatus qui indiquait l'ordovicien de ce gisement. Alors, j'ai visité ces trois gisements, je connais ces trois gisements bien. Je dirais peut-être un mot sur le gisement de Nguyen Guma, qui est très particulier, parce qu'en fait, Deprat avait trouvé son fameux trilobite, son fameux trinucléus, qu'on a d'ailleurs, qui est conservé au muséum, dans un conglomérat triassique qui était roulé sur de l'ordovicien. Et donc, le conglomérat était d'origine ordovicienne, mais pardon. Mais les fossiles, trouver des fossiles dans des conglomérats, c'est toujours un peu douteux parce qu'on ne sait jamais de quel niveau précis le fossile vient. Mais bon, j'ai vu ces trois gisements. J'ai retrouvé la plupart des fossiles qui avaient été décrits par Deprat de ces gisements, mais j'en ai pas retrouvé de très, très bons à Nguyen Guma, près de Vinh. C'est un peu douteux, mais enfin bon. Alors, c'est la découverte de ces fossiles
c'est Mansuy qui a, en 1917, qui a levé le voile sur cette histoire en accusant Deprat d'avoir semé des fossiles apocryphes qui ne pouvaient pas venir de cette région. Or, on en avait trouvé plus tard, on en a retrouvé en Chine et également au Vietnam, les mêmes. Mais bon, ceci dit, Mansuy avait accusé Deprat d'avoir volé une petite collection de fossiles européens, puisque ces fossiles étaient l'accusation contre Deprat, c'était que les fossiles n'étaient pas d'Indochine, étaient typiquement européens. Mais ceci dit, effectivement, ça ressemblait à des fossiles de la faune de Barrande. Et Mansuy soulignait que le prédécesseur de Deprat, celui qui était au service géologique d'Indochine juste avant son arrivée, c'était un dénommé Counillon, qui était décrit par la communauté hanoïenne, enfin, du Vietnam, comme un individu un peu excentrique, opiumane, et qui vivait avec une indigène, ce qui était l'horreur pour l'époque. Et donc, Counillon était effectivement était arrivé, quand il est arrivé au Vietnam, à Hanoï, il avait une petite collection de fossiles européens, ce qu'on appelle une collection de référence, et qui, au moment où Deprat est arrivé à Hanoï, il a rencontré Counillon, qui lui a montré sa collection de référence, et cette collection a curieusement disparu. Alors, elle était déposée à un moment donné au musée géologique au musée du service géologique de Hanoï, mais elle a ensuite disparu. Bon. Alors, Mansuy, naturellement, a tout de suite accusé Deprat d'avoir pioché dans cette collection de références et d'avoir ensuite dispersé, enfin, d'avoir saupoudré ces gisements ordoviciens avec cette faune de Barrande typiquement européenne. Donc, alors il y a eu une commission d'enquête sur commission d'enquête, dont une à Hanoï et plusieurs. On a forcé Deprat à venir jusqu'au Nguyen sur le terrain pour montrer pour prouver qu'il avait bien trouvé ces fossiles sur ce gisement. Ici, là. Il est venu d'ailleurs, il était très malade. Il avait une fièvre, probablement une fièvre, une sorte de jaunisse, quoi. Et il est venu et il a retrouvé un petit morceau de dalmanites qui était, qu'on a d'ailleurs toujours au muséum, qui était un tout petit bout de pygidium, de trilobite, qui était du dalmanites, donc qui prouvait qu'effectivement, il y en avait dans le gisement, mais pas du trinucléus. Bon. En tout cas, c'était le seul cas où on a réussi à faire bouger Deprat et le faire aller sur le gisement, sur le terrain, pour confirmer ces dires. Alors, donc, toute l'affaire, alors il y a eu ensuite deux comités, de commissions d'enquête, cette fois-ci à Paris, qui décrit en détail dans Les chiens à bois, et qui était probablement très, très pesant pour lui. Et alors, en 19, Deprat est démis de ses fonctions, naturellement, à Hanoï, en tant que directeur de l'Institut de service géologique d'Indochine, et il revient en France où il devient écrivain, avec un certain talent d'ailleurs. Il a écrit beaucoup de sont des nouvelles. L'une de ses nouvelles, pas la première, mais c'est Les chiens à bois, là c'est son roman autobiographique, et qui malheureusement a servi de base, malheureusement pour Didier Mansuy, a servi de base à Durand Delga pour écrire
son analyse. Mais un roman autobiographique, naturellement, est toujours un petit peu douteux dans ce sens qu'il est clair que dans ce roman autobiographique, dans Les Chiens à bois, Deprat se décrit comme un petit génie qui est capable de toutes sortes de belles choses, très bon scientifique, bon musicien, il avait toutes les qualités, mais ce qui apparemment, d'après Didier Mansuy, n'est pas vraiment le cas. Il s'est beaucoup embelli dans ce roman. Alors, j'ai retrouvé une fois, un jour, par hasard, dans la bibliothèque du muséum, une lettre décrite par Madame Colany, Mademoiselle Colany, pardon, Madeleine Colany, qui était le grand ami de Mansuy et qui est devenu très rapidement la très grande ennemie de Deprat, bien que ce soit Deprat qui les fait rentrer au service géologique d'Indochine, où elle travaillait sur les fusulines, sur des foraminifères du Paléozoïque, et elle faisait également beaucoup de préhistoire. Bon, on reviendra sur l'aspect préhistoire de son travail. Et Madeleine Colany a envoyé, j'ai trouvé cette lettre qui était à l'intérieur d'un volume de la thèse publiée sur les fusulines de Madeleine Colany, qui écrivait à Marcellin Boule, qui envoyait un exemplaire de sa thèse à Marcellin Boule, en disant qu'elle a rectifié toutes les erreurs qui avaient été commises par Deprat dans une affaire maintenant bien connue, enfin, etc. Bon, qui avait fait ce travail apocryphe qu'à l'époque, déjà, tout le monde connaissait. Et Madeleine Colany était une préhistorienne. Après, elle est devenue préhistorienne. Elle a fait un peu de tout. Elle a fait de la préhistoire, elle a fait de la paléontologie. Mais bon, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, elle a longtemps, jusqu'à la guerre de 40, au-delà, elle a collaboré avec Mansuy sur la préhistoire d'Indochine. L'essentiel du livre de Didier Mansuy est d'ailleurs sur la préhistoire d'Indochine. Elle a fait un très bon travail et elle est considérée par les gens de l'école française d'Extrême-Orient comme la grande spécialiste de la préhistoire d'Indochine. Alors, Deprat était un très très bon alpiniste et on le voit très bien d'ailleurs dans ses randonnées, enfin ses missions de terrain sur le terrain au Vietnam. Il a dû faire ça dans des conditions extrêmement difficiles et c'est un très bon alpiniste. Et après lorsqu'il est devenu écrivain, lorsqu'il a été radié de la Société géologique de France, et il n'avait plus aucune fonction de géologue, mais il était un excellent alpiniste et il est mort dans un accident de montagne en 1936 d'ailleurs. Alors voilà la fameuse piste donc Van Lonco que Deprat a très souvent empruntée à cheval. Alors maintenant cette piste est goudronnée, d'ailleurs on voit elle est très peu fréquentée, elle longe la frontière chinoise entre le Vietnam et la Chine. Et là, nous voilà avec un jeune collègue français, Gaël Clément, et des collègues vietnamiens en train de déjeuner sur la route qui n'est pratiquement pas utilisée, sauf par quelques touristes en moto, qui sont très fiers de se promener le long de la frontière chinoise. Et c'est là que j'ai fait toute la section de la coupe de Lonco. C'est du dévonien, ça recoupe du dévonien inférieur. Et j'ai retrouvé tous les fossiles qui avaient été signalés par Mansuy en 1915, mais récoltés par Deprat, et pour lesquels Deprat, alors en 1915, Henri Mansuy avait publié des débris, enfin des petits fragments de vertébrés fossiles
de poissons fossiles qui avaient été trouvés dans le Dévonien inférieur d'Indochine. Et il se trouve que j'ai retrouvé absolument tous les mêmes, et c'est la première fois que l'on mentionnait la découverte de ce groupe qu'on appelle les anti-arches procondyloleupiformes. C'est un groupe de poissons fossiles très typique du Dévonien inférieur, et également les premiers galéaspides, un groupe de poissons agnates, de poissons sans mâchoire, dont j'ai retrouvé d'autres exemplaires, comme c'est Banuanaspis au Vietnam. Et on a perdu 60 ans en accusant, comme l'affaire Deprat avait déjà éclaté, et le doute sur les travaux de Deprat avait déjà éclaté, personne n'a vraiment remarqué cette découverte, cette publication de Mansuy. On avait dit, oh ben non, ça doit être des fossiles apocryphes, comme le reste, comme les fameux trilobites dont Deprat avait été accusé. Et en fait, non, c'est bien là que Deprat a trouvé les premiers fragments de fossiles, de poissons fossiles que l'on trouve maintenant en abondance dans le Dévonien et le Silurien de Chine, et qui sont endémiques au sud-est asiatique et à cette région de l'Asie. Et on a perdu un peu 60 ans. Alors maintenant, on peut en retrouver plus facilement au Vietnam, sans problème. Alors, suite au travail de Michel Durand-Delga, comme cette affaire Deprat avait, après ma publication dans Nature au sujet de l'affaire Deprat, pour mentionner cette affaire des trilobites, des gens se sont déchaînés. Alors moi, j'ai un Anglais qui s'appelle Richard Osborne, en 1999, a publié l'affaire Deprat, un livre que Michel Durand-Delga ne trouvait pas extraordinaire. Bon. Et comme les Anglais ne connaissaient pas l'affaire, les Anglo-Saxons ne connaissaient pas vraiment les détails de l'affaire, je me suis attelé à la traduction anglaise des chiens à bois avec un collègue américain qui s'appelle Alexander McBirney. En 2005, on a publié cette traduction anglaise des chiens à bois, et également mon collègue Tawa Phung, collègue vietnamien, a publié les chiens à bois en vietnamien. C'était une question de... On ne sait pas si Deprat, peut-être que Deprat aurait été content de savoir que même au Vietnam, on connaissait son roman. Et alors, la suite, lorsqu'il y a eu dans cette même salle, c'était en 2010, quelque chose comme ça, 2009, oui, peut-être en 2009, je ne sais pas, quand il y a eu la séance pour la réhabilitation de Deprat, qui d'ailleurs n'a jamais été actée, je crois, par la Société géologique de France, il me semble. Je ne sais pas s'il y a eu des traces, il faudrait vérifier, mais quelqu'un m'a dit, je ne sais plus qui m'a dit, que la réhabilitation officielle de Deprat n'a jamais été actée par la Société géologique de France. Mais il y avait Claude Guernet qui était là et qui connaissait bien la géologie de la Grèce et qui a analysé le travail de Deprat sur le Bay, où encore il y a des fossiles introuvables assez curieux. Il était très, très, très remonté contre la réhabilitation de Deprat. Je ne sais pas si Claude Guernet est toujours de ce monde, mais ce serait intéressant de voir sa réaction au travail au livre de Didier Mansuy. Et également, encore des avis sur les travaux de Deprat.
Jean-Louis Henry, également décédé, de l'Université de Rennes, qui en 97, il m'a affirmé dans une lettre que les trilobites de l'Inquiète, c'est un des trilobites prétendus ordoviciens de Prat, est en fait clairement de l'ordovicien de Dudley au Pays de Galles. Donc il y a eu, là ce serait effectivement vraiment un trilobite apocryphe. Également, par contre, un avis plutôt positif, qui est celui de Claude Lévrier, également décédé récemment, qui en 2010 a publié dans les actes de Coffrigéo une révision de l'interprétation, enfin de la théorie des nappes préudanaises de Prat, qui seraient des nappes d'âge triassique, qui à l'époque avait été très contestée, mais Claude Lévrier, dans son étude, il est allé plusieurs fois au Vietnam, on a fait pas mal de terrain ensemble au Vietnam, et Claude Lévrier était absolument convaincu que l'idée de Prat, des nappes préudanaises qui se heurtaient, qui était une conséquence de la collision entre le bloc Indochine et le bloc Chine du Sud, était vraiment une réalité, et avait vraiment alors son étude publiée à la Coffrigéo, Claude Lévrier était tout à fait formel sur le bien fondé de cette théorie de Prat, des nappes préudanaises. Alors, selon Didier Mansuy, donc le neveu, les trilobites apocryphes auraient été subtilisés par de Prat dans la collection de trilobites européens apportés par son prédécesseur, Jean-Baptiste Counillon. Alors voilà une des rares photos, très rares photos de Counillon en mission au Laos, lors de la mission Pavie vers 1896. Et c'est tout à fait une possibilité. C'est dès le début, c'est une possibilité que Michel Durand-Delga avait envisagée, mais qu'il avait finalement rejetée. Bon, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est vraiment le point le plus intéressant du livre de Didier Mansuy, je crois. Et j'ai rencontré récemment un certain monsieur Martin Mechvand de l'université Paris 8. C'est un littérateur, il est maître de conférences dans le domaine de la littérature, et il est spécialiste de la littérature coloniale, c'est-à-dire les livres un petit peu comme Les chiens à bois, quoi, du 20e, fin du 19e et début 20e siècle. Et il est alpiniste, il est très, très, très bon alpiniste, et il s'est intéressé à l'affaire de Prat, et parce qu'il avait lu Les chiens à bois. Et lui était persuadé, en tant qu'alpiniste, il est persuadé que, je ne sais, il m'a donné quelques arguments, mais il m'a dit que pour lui, la mort de Prat aurait été un suicide, parce qu'il a retrouvé dans les archives des clubs alpins d'alpinistes des Pyrénées, où de Prat faisait beaucoup de randonnées, et il a trouvé le récit de la mort de Prat fait par les gens qui étaient là, les alpinistes qui l'accompagnaient, et il semble qu'il a décroché volontairement. Personne n'a vraiment compris, mais pourquoi, alors qu'il était assuré par une corde, il a décroché la corde, et il a dû vouloir faire il a fait un faux mouvement, mais bon, toujours est-il qu'il s'est tué 300 mètres plus bas. Mais d'après M. Mechvand, qui est un
un alpiniste féru, il est d'origine suisse, et pour lui, ça serait un suicide. Bon, ça, on ne saura jamais, malheureusement, mais voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur l'affaire de Pras. Et si vous avez quelques questions, je serais heureux de vous répondre. Merci beaucoup, Philippe, pour toute cette approche d'un problème et d'une question très compliquée, finalement, du point de vue de l'histoire. Le livre, je l'ai lu aussi. J'ai trouvé que le neveu a hérité probablement des archives de son grand-oncle et publie beaucoup de documents sur les décorations que son grand-oncle a reçues, sur les documents sur la préhistoire, sur la vie de M. Mansuy lui-même. Et je ne sais pas quoi en penser, finalement, si sa justification est suffisamment correcte ou au contraire, il réagit pour sentimentalement réhabiliter M. Mansuy. C'est un peu difficile de faire la part des choses en dehors de la complexité des questions fossiles sur le terrain. Et là-dessus, je ne sais pas ce que tu en penses sur... je ne parle pas de la valeur documentaire, de tous les documents qui sont publiés, proposés sur la préhistoire, il y a énormément de choses, mais sur l'affaire elle-même. Oui, c'est bon. Henri Mansuy a clairement beaucoup travaillé dans les années après le départ de Pras. Il a clairement beaucoup travaillé en préhistoire. Et le père Fontaine, qui est décédé il y a 2 ans, que j'ai bien connu, mais qui était un des derniers à avoir fréquenté le service géologique d'Indochine jusqu'en Bien Phu, quoi, à peu près. Et il me racontait pas mal de petits potins de Hanoï. Et il y avait à l'époque Madeleine Colany. Il y avait 3 personnes qu'on appelait les 3 grâces de Hanoï. Il y avait Madeleine Colany, sa sœur, et mademoiselle de Saint-Exupéry, qui était une des parentes d'Antoine de Saint-Exupéry, je crois peut-être une sœur d'Antoine de Saint-Exupéry, qui était également une préhistorienne amateur, et qui accompagnait les sœurs Colany dans leurs expéditions, où l'une faisait descendre l'autre avec un treuil dans les grottes, parce qu'il y a beaucoup de grottes au Vietnam, et notamment les grottes tout à fait du nord du Tonkin, qui sont très riches en faune et en industrie lithique. Et c'était Madeleine Colany était connue comme la préhistorienne du coin, quoi. C'est non seulement du coin, mais même au niveau de tout le sud-est asiatique. Et c'est vraiment bon, je crois que ses travaux sont excellents. Hein. Son travail sur le Sohanéen, sur une industrie lithique qu'on appelle maintenant le Wahhabinien, je crois. Non, c'est maintenant qu'on appelle le Sohanéen. C'est elle qui avait appelé ça le Wahhabinien, parce que le premier reste avait été trouvé près de Wahhabin. Et c'était certainement une très, 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 très bonne et très active préhistorienne que Mansuy accompagnait. D'ailleurs, ils ont travaillé beaucoup au Cambodge sur les sites autour d'Angkor Wat et sur les premières civilisations khmères. Et puis dans la plaine des Jars, oui, beaucoup. Oui, c'est ça, oui. Il y a la plaine des Jars, oui. Mais est-ce que l'analyse que tu fais de l'ouvrage, le coffret Géo, et moi-même, personnellement, je souhaiterais qu'on puisse publier un compte-rendu, pardon, pas un extrait, mais un compte-rendu de cet ouvrage pour le signaler aux intéressés. Et effectivement, il ne s'agit pas de critiquer M. Durand-Delga, c'est je peux faire question, mais sur l'état de l'affaire, finalement, aujourd'hui, compte tenu de l'apparition de ce volume. Oui, je pense que c'est utile d'ailleurs de faire une analyse, dans la mesure où ça permettra de laver un petit peu
toutes les horreurs qui ont été dites à l'occasion de la réhabilitation de Deprat contre Mansuy et contre l'Antenois également, peut-être mettre un bémol ce qui avait été dit à l'époque, sans trop attaquer Durand-Delga, je pense. Voilà. Ben, je crois qu'il y a Gaston Godard s'est passionné pour l'affaire, il la connaît bien. Oui, la conclusion de Durand-Delga, aux travaux du Coffret-Géo, d'ailleurs, oui, 90 pages, c'était en somme de dire il n'y a pas de coupable parce qu'il n'y a pas de crime. Oui, voilà, c'est ça. Que tous les trilobites sont vrais, sont bons. Maintenant, bon. Oui. Maintenant, oui, puisqu'il en a été trouvé, les mêmes ont été trouvés après. Bon. Oui. Et à ce moment-là, il n'y a pas lieu de réhabiliter Mansuy parce qu'il n'est pas plus coupable que Deprat, cette affaire-là. Il n'y a pas vraiment. Alors, qu'est-ce qu'apporte de nouveau ce livre, sauf de dire du bien du grand-oncle? Voilà, c'est ça. Bon, ça c'est tout. Mais oui, c'est tout. Ça révèle rien de plus sur l'affaire en soi. Non, oui, on peut le dire, oui. Sauf que là, effectivement, je pense que peut-être le tort de Michel Durand-Delga, d'après Didier Mansuy, c'est d'avoir utilisé beaucoup de jugements de valeur. Il avait Durand-Delga avait un peu les mêmes défauts a eu les mêmes défauts que Deprat lui-même, en donnant des jugements de valeur, par exemple en disant un tel il était nul parce qu'il vivait avec une indigène ou des choses comme ça. Enfin, et puis où l'affaire, on avait accusé l'Antenois de je ne sais quoi, d'un problème de pédophilie ou je ne sais pas quoi, dans une affaire qui avait été jugée et l'Antenois avait été blanchi, me semble-t-il, mais bon, et Durand-Delga utilisait beaucoup ces jugements de valeur en disant un colis de bas étage, par exemple, ou des termes qui étaient pas très, qui étaient un petit peu ceux de Deprat également, Deprat était certainement très sûr de lui-même. Je me souviens d'une fois, Durand-Delga m'avait dit si Deprat vivait toujours, il serait d'extrême droite. Et il avait des jugements tueurs comme ça, des jugements très, très en l'emporte-pièce des jugements moraux, uniquement moraux, et qui n'étaient pas. Oui, alors tous ces gens-là, et Durand-Delga le dit bien, oui, se détestaient cordialement, et puis l'affaire, évidemment, a empiré les choses. Mais sur le fond de l'affaire, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qu'en dit Durand-Delga est tout à fait acceptable. Sauf le fait que les trilobites, Didier Mansuy, le neveu, donc, prétend que, est-ce qu'il a connu son vieil oncle, j'en sais rien, était sûr que les trilobites apocryphes avaient été subtilisés par Deprat à Counillon dans cette petite collection de références qu'ils avaient à Hanoï. Oui, mais ceux que vous avez retrouvés sur le terrain, évidemment, ils ne sont pas apocryphes. Non, ils n'ont pas été subtilisés. Non, ils ont été trouvés maintenant. Alors, mais ils ont été trouvés par les Vietnamiens eux-mêmes, et par les Chinois, justement. Pardon? Ça serait intéressant de faire, c'est ce que m'avait suggéré quelqu'un à l'époque, mais bon, ça serait de regarder de faire une analyse géochimique des spécimens qu'on a encore au muséum. Je crois il nous en reste 5, et de voir s'ils sont vraiment par exemple de Dudley ou de la faune de Berrand en Bohême, et peut-être par des... Alors, de ce point de vue-là, il y a quand même une nouveauté depuis Deprat, c'est la tectonique des plaques. Et on sait qu'au Paléozoïque inférieur, on est entre le démantèlement de Rodinia et la construction de la Pangée. Oui, c'est ça. Alors, les reconstructions paléogéographiques sont très, très
très peu précises. Mais il y en a qui mettent le sud de la Chine et l'Europe l'un à côté de l'autre. Tout à fait, tout à fait. Donc, ce qui était aberrant en 1919 devient tout à fait possible aujourd'hui. Voilà, absolument, absolument. On n'avait aucune notion de l'extension de la paléothétisme, ou du moins on commençait à supposer qu'il y avait des relations via la paléothétisme entre l'Asie du Sud-Est et l'Europe, mais c'était tout à fait incertain. Donc, effectivement, est-ce qu'il y a du nouveau? Sinon, peut-être cette collection, cette affirmation de la collection que Deprat a puisé dans la collection Counillon, et Counillon qui lui-même était un bon géologue, hein, même si il était considéré comme une nullité héroïnomane, opiumane, etc. Mais c'est quand même lui qui a découvert la faune du Trias de Luang Prabang. Oui, oui, c'est ça, oui. Que tu connais bien. Un crâne de Dystrosaurus, enfin, Oui. qui était amené à Marseille, qui est perdu, mais on a retrouvé les sites et les gisements. Oui. Donc, je crois que, pour conclure, en tout cas, il me semble que la connaissance du dossier par Philippe permettrait d'avoir une très bonne analyse de l'ouvrage, ce qu'on appellerait un complément d'enquête. Oui, oui, tout à fait. Didier Mansuy, je ne veux, il n'y connaît rien et il ignore totalement les découvertes que tu as pu faire. Et donc, je pense que ça serait très utile. D'accord. Bon. Avec ce que tu as exposé, les gisements, la carte des gisements, etc., de faire le point là-dessus et d'analyser le livre. Ça serait un très bon complément d'enquête pour les archives. Mais ce serait intéressant de savoir, est-ce que la Société géologique a entériné la réhabilitation de Deprat? Parce que ça, c'est le grand point de Didier Mansuy. Il a, dans son livre, il met des quantités de lettres furibardes qu'il envoyait à la Société géologique. Monsieur Goho et à Babin, je ne sais pas, peut-être. Non, ça serait un point à vérifier, en effet, à l'occasion de l'analyse de l'ouvrage, pour savoir si la société a fait quelque chose. Moi, j'avais compris à l'époque, en assistant à la séance, que c'était ça, la réhabilitation. Mais est-ce qu'elle a été écrite statutairement ou pas? Non, mais elle a été vécue. Oui, elle a eu lieu. Bon. Oui? Oui. Oui, c'était curieux que Oui, il y a une coïncidence quand même curieuse que des fossiles apocryphes à l'époque, qu'on ne sait pas en Indochine à l'époque, se soient retrouvés subitement comme ça sur le terrain dans des grès. Il n'y a rien de plus anonyme que des grès. Les grès, on peut les reconnaître un petit peu. Bon, c'est un grès plus ou moins fin, plus ou moins gros, mais comme c'est des grès, c'est pas facile à analyser après. On pourrait peut-être, avec des marqueurs isotopiques, je ne sais pas. Je rappelle quand même que parmi les 10 espèces apocryphes, prétendument, l'accusation de Mansuy, il y en a une qui a été rétractée. Pourquoi? Parce qu'il y avait un manœuvre vietnamien qu'on avait gardé chez lui des exemplaires. Oui, et que, alors, à ce moment-là, c'était la démonstration que c'était des vrais fossiles pris sur le terrain. Oui, oui, oui. Donc, les démonstrations de Mansuy, les preuves de Mansuy, il y en a au moins une qui ne marche pas, là. Oui, donc, oui. Que lui-même a dû retirer. Hein. Bien, ben merci infiniment. T'en prie. Ah, peut-être, oui. Donc, on va bonne idée. Quand même. Donc, merci, Monsieur Janvier, pour votre conférence sur cette page romanesque et historique Affaire de Prat. Très captivante description des missions Tonquin de ces années coloniales, de la part de Rémi Ginter. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. Merci encore. Le commentary, ça c'est Philippe, Breakdown of Trust de Philippe Janvier pour la revue Nature en 1989. Oui, à propos de l'affaire Gupta est disponible en accès libre sur le site de Nature. Oui. Voilà. Et puis il a donné aussi 2 autres références. Oui, je vais étudier cette article.
vous avez mentionné l'affaire de Prague, mais personne ne connaissait l'étranger, personne. C'est ça que, comme je connaissais, j'avais des amis communs. Le micro. Je connaissais par des amis communs, notamment par Arthur Bocco, qui était un de ses collègues en Oregon. Je connaissais Alexander McBirney, qui est un grand amateur des fraudes scientifiques, enfin amateur, qui est très intéressé par les fraudes scientifiques. Et il avait d'ailleurs écrit, je crois, quelque chose à propos de Claude Allègre. Enfin, il y avait une histoire. Et ce monsieur McBirney, il publie ses livres lui-même, il fabrique ses livres lui-même. Il est bon infographiste probablement, et il publie ses livres lui-même. Et puis, bon, c'est pour ça qu'il m'avait demandé, bah, tiens, on pourrait traduire les chiens à bois, ce qu'on a fait. C'est une traduction que j'ai mise en ligne, qui est sur ResearchGate et qui est disponible. Bon, c'est une traduction qui a l'avantage de montrer la clé du roman des chiens à bois, tel que la fille de Deprat l'avait donné à Michel de Randelga, que j'ai utilisé pour mettre à la fin du livre, également pour signaler que ce qu'a fait Didier Mansuy d'ailleurs aussi, pour signaler qu'il y avait une clé, on avait une clé qui avait été faite par Deprat lui-même à l'époque. Et donc, bon, j'ai traduit ce livre en anglais. Et bon, ça amuse certains, ça intéresse certains historiens des sciences de temps en temps. Bien, merci beaucoup. On peut applaudir.